En fait, à Copernic, l'opportunité de partager quelques leçons apprises au fil de l'eau, puis surtout d'avoir l'occasion de recevoir un témoignage extraordinaire, entre autres, de la part de Michael Krajcik. Vous savez, on est souvent déstabilisé devant l'ampleur des enjeux et des implications des travaux à l'échelle d'un bassin versant. Beaucoup de débats d'opinion, de perception. Je pense qu'on a un témoignage ici clair que, bon, allons-y, faisons-le. On a des résultats tangibles, OK? Et puis, je pense surtout en milieu agricole, concrètement, moi, je peux témoigner avec des petites échelles aussi des situations où il y a des résultats, en fait, des résultats très tangibles qu'on a pu documenter à l'échelle de petits bassins versants. Et je pense que c'est important de témoigner de ces succès-là comme tel. Thanks, Michael, for showing us that, yes, we still can. Alors voilà. Oui, allô, changement climatique interpelle nos façons de faire en agriculture. Karine m'avait demandé, surtout de travailler en fait du matériel sur l'implication des changements climatiques. En fait, juste pour situer un petit peu notre équipe, parce que vous connaissez l'IRDA, Institut de recherche et développement d'agro-environnement. Vous savez, c'est un OBNL qui travaille sur des enjeux environnementaux en agriculture. Donc, on a des gens qui travaillent en développement technique de production bio, il y a du travail qui se fait dans la biomasse, etc. On a une petite équipe qui travaille spécifiquement sur l'eau depuis une vingtaine d'années. On travaille vraiment dans un dispositif d'études en bassin versant. Donc, c'est de l'accompagnement, en fait, d'actions concertées où, en fait, principalement, le milieu agricole est interpellé. Donc, on a travaillé, entre autres, sur des enjeux de migration de phosphore en lien avec les problématiques de cyanobactéries, par exemple, dans les Missisquoi, le lac Massawippi, dans le Témiscouata, ou les problématiques de sédiments, encore là, comme par exemple dans Ville-la-Vallière, les canaux synzotiques, dans le lac Saint-François. Donc, oui, il y a des secteurs où le milieu agricole est particulièrement interpellé. Et les problématiques souvent sont complexes, oui, mais dans le fond, le processus de solution de problème, passe un peu toujours par en tout cas, quel que soit le problème, par les mêmes approches. Un premier niveau, c'est important de décrire et de prédire. Quand je parle de décrire, on a un problème, souvent on parle d'eau, mais concrètement, ça appelle à vraiment mesurer, par exemple, les quantités d'eau qu'on a, les flux de sédiments, les charges. Donc, c'est l'hydrométrie, c'est l'instrumentation. Ça, c'est une démarche qui est importante, bien comprendre ce qui se passe dans nos ruisseaux, dans nos rivières. Des fois, on va regarder ce qui se passe dans les drains souterrains, des fois, c'est de faire. Mais il reste que l'observation, à un moment donné, c'est un peu la base aussi de compréhension du phénomène. Le milieu terrestre, M. Leroux a bien mis la table. C'est quoi l'occupation de nos sols, nos reliefs, nos cultures, nos pentes? Alors, tout ça devient... en fait, c'est toute l'information un peu à compiler et à mettre en relation avec ce qui se passe dans nos ruisseaux. Donc, nous, on a une bonne compréhension de nos terres, de la façon que l'eau circule, les débits, etc. Et là, on peut commencer à penser, bon, voilà, on a bien quantifié notre problème. Maintenant, on cherche des solutions. On va aller dans ce qu'on appelle dans le prédire. Donc, on parle d'outils diagnostiques, télédétection, modélisation hydrologique. En fait, c'est des outils. Des fois, on a besoin d'un tournevis, des fois un ratchet. Concrètement, on peut mettre en valeur des données qu'on a sur, par exemple, les débits du ruisseau, la charge de sédiments qui vient, ce qui se passe au niveau des terres, et on peut utiliser ces données-là pour valider un modèle hydrologique. Autrement dit, un modèle, on s'entend, le modèle, il va reproduire à peu près ce qu'on sait déjà au niveau des observations, mais surtout, il va nous permettre de faire des scénarios. Maintenant, ça, c'est mon problème. Si on faisait ça, si on fait d'intervention au niveau de l'agricole, si on change les pratiques culturelles, si on fait du drainage contrôlé, puis si, tiens, on change le climat en partie. OK? Parce que c'est des choses qui peuvent se faire avec un modèle. C'est une machine un peu à penser. Et donc, c'est l'accompagnement, évidemment, pour nous permettre d'intervenir, d'agir sur mesure. Donc, l'idée, quand je parle d'accompagnement, on parle d'enjeux très importants. On l'a bien vu, de concertation des acteurs. Ça prend souvent une masse critique de participants. Et aussi, surtout, comme je vous dis, on travaille beaucoup avec le milieu agricole. À peu près partout où on a travaillé, en tout cas, les participations des producteurs ont été à peu près unanimes dans la plupart des cas parce qu'ils ont participé à la prise de décision. On a allumé souvent sur une chose, c'est qu'on parle beaucoup de problématiques, peut-être hors ferme, en aval, un réservoir, un lac, un plan d'eau, une baie. C'est tout à fait
possible et avantageux aussi de combiner des bénéfices à la ferme lorsqu'on fait une action. Okay? Alors, on va y revenir là-dessus. Puis, l'aspect complémentarité des interventions, évidemment, on interpelle plein de gens. Il y a des gens qui interviennent au niveau, évidemment, sur leur propre terre. On a des intervenants en réglementation, au niveau financier, d'accompagnement. Et il y a des défis extrêmement importants à l'échelle humaine d'assurer la cohérence, la concertation aussi, des encadrements réglementaires, financiers, techniques. En tout cas, on pourrait revenir là-dessus, mais entre autres, sur les aspects de réglementation, on a des réglementations qui nous empêchent de faire évidemment peut-être des conneries, puis c'est important, mais c'est important que la réglementation ne nous empêche pas d'essayer des choses et de les évaluer aussi. Je pense qu'on est interpellé, il faut vraiment changer notre façon de voir, d'aménager le cours d'eau. Je pense que M. Leroux a amené une bonne réflexion là-dessus. Bon, c'était le préambule un peu. On va parler changement climatique. En fait, donc, d'une part, qu'est-ce qui se passe en termes de gradient d'imprécipitation, température? Je pense que c'est plus, comment dire, c'est plus une opinion, c'est plus une perception. Le changement climatique, il est là, on le mesure et on le ressent au niveau donc, des températures, des précipitations. Ça a des implications. OK? Donc, au Québec, un peu à l'image peut-être de la Slovaquie, on a une problématique qui est double. On a des excès d'eau à gérer au printemps. Ça va se garrocher. Je veux dire, c'est clair, d'ici une semaine, avec la belle neige qu'on a eue. J'en discutais avec Robert Gélinas tantôt, de se souvenir de sa belle-fille qui était sortie sur la pile avant du tracteur sur le ruisseau Gosselin. Il y a déjà un bout de temps, mais on a des crues qui sont quand même violentes, en lien, entre autres, avec les fonds de neige. Et puis, on a des déficits hydriques aussi en période estivale qu'on doit gérer. OK? Alors, il y a une conciliation à faire un peu tout ça. Le changement climatique va venir un peu brasser tout ça. Comment est-ce qu'on va s'adapter à ça? Bon, maintenant, allons-y sur peut-être les constats assez clairs. Les crues printanières vont de plus actives, à peu près un mois. OK? Ça, c'est clair. Déjà, on a commencé à le ressentir un peu. En été, les étiages estivaux vont être de plus en plus sévères et plus longs. OK? Ça, évidemment, pour un producteur agricole, ça peut être inquiétant, OK? En termes, entre autres, au niveau de la sécheresse. OK? Et aussi, bon, l'hydraulicité hivernale, ça vient de la classe hydroclimatique, c'est disponible en ligne, c'est très bien fait. Là, ça veut dire qu'on va avoir, en hiver, avec les retours hivernaux, donc, beaucoup de force érosive dans les cours d'eau, donc de risque de dégradation à période hivernale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour étudier l'effet de ces changements-là sur l'eau? OK? On n'est pas en 2050, en 2080. Alors, la démarche, je vous l'ai mentionné un petit peu tantôt, ça commence par la mesure. Il faut connaître la situation actuelle. Ça nous prend des stations hydrométriques qui nous disent, bon, ben, c'est quoi les quantités d'eau qu'on a, les flux de sédiments, puis dans certains cas, bon, phosphore, azote. Il faut mesurer tout ça. Maintenant, on modélise, parce qu'un modèle, ça reste de la foutaise, c'est pas calé ou validé sur l'observation. OK? On a un modèle qui tient la rampe. Bon, maintenant, OK, on prend le climat futur, on superpose sur nos données. Maintenant, on est capable de comparer la situation. Il fait drôle de dire, oui, changer de climat, mais écoutez, c'est une démarche qui est mathématique. Et là, on peut modéliser à ce moment-là l'effet du climat futur. C'est un peu comme ça. Donc, c'est une science, peut-être un peu une science-fiction, parce qu'évidemment, on va élaborer des scénarios. C'est quoi la quantité de CO2 qu'on va avoir dans 50 ans? L'effet des conditions de gestion de l'eau, les îlots chaleur sensibles, là, que M. Tragic a vraiment mis en relief aussi. Donc, on va générer différents scénarios, OK? Et puis on va voir comment va se comporter notre cycle de l'eau à travers tout ça. Donc, je vais parler en fait d'un exemple ici. On a fait plusieurs projets en lien avec la modélisation hydrologique couplée à des changements, des modèles de changement climatique. On est dans la rivière au Brochet ici, qu'on suit différents tributaires depuis près d'une vingtaine d'années. Donc, beaucoup de stations hydrométriques, beaucoup de mesures, et ça ressemble un peu ici dans le sens qu'au niveau physiographique, on a les territoires, c'est le Piémont appalachien, donc dans la partie haute du bassin, puis on a de la plaine là, du Saint-Laurent avec une vocation d'agriculture un peu plus intensive. OK? Donc, on peut faire certains parallèles. Bon, on regarde ce qui se passe, et c'est assez typique de ce qui est prévu pour nos régions ici. Il y aura un petit peu de graphique. Allez, je prendrai un autre café au besoin, mais je vais quand même illustrer, quantifier un peu les choses. Janvier, OK, jusqu'à décembre, si on est dans l'année. Ça, c'est le pourcentage, le ratio d'augmentation de précipitation qu'on va ressentir. Et selon différents scénarios. Vous savez, on prend plusieurs scénarios en changement climatique. On est dans le futur. Donc, bien, ce qui est clair ici, c'est qu'on va avoir
on va avoir des augmentations de précipitations. On voit ici, mars, avril. Il y a beaucoup la période donc hivernale où on va connaître des augmentations de précipitations. Okay? Maintenant, quand c'est au niveau des températures, encore là, c'est la période hivernale. Donc, on parle de genre 4, 5 et 6 degrés, peut-être globalement un petit peu moins à l'échelle de l'année, mais c'est vraiment la période hivernale qui va être affectée. Comment ça va se traduire tout ça? Okay? Ici, on a la gamme des futurs débits. Bon, en fait, on regarde les débits qu'on a. Ici, on est toujours dans la rivière au Brochet. On parle en hauteur d'eau, hein, comme ici, par exemple, ici, c'est des données mensuelles, 100 mm d'eau. OK, par exemple, au mois de mars, c'est le débit maximal. OK? Donc, c'est les gammes qui sont observées. Maintenant, les changements qui sont prédits peuvent aller jusqu'à des débits de pointe qui augmentent jusqu'à en haut de 300 okay? En lien avec, encore là, des redoux hivernaux. Pourquoi? On a des sols gelés, on a des précipitations et de la fonte de neige qui intervient là-dessus. Il y a des implications. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, on n'a pas tout à fait encore les outils pour bien gérer ça, dans la mesure où tout notre dimensionnement des cours d'eau, de nos ponceaux, tout ça, tout est basé sur, en fait, des données d'intensité de pluie de mai à octobre. Toute la question hivernale, on est un peu en tout cas, en déficit d'outils par rapport à ça. Donc, s'il y a une adaptation qui est importante à faire, c'est bien décrire ces phénomènes-là pour s'assurer que nos cours d'eau, donc soit nos ponceaux, nos aménagements au niveau des champs, répondent bien à ces nouveaux besoins-là. Vous pourrez voir en ligne quelques travaux qu'on a fait justement pour illustrer les apports verticaux. Il n'y a pas d'apports verticaux, mais on ne parle plus de précipitation, c'est la combinaison donc de fonte de neige ou de pluie sur neige, avec d'arriver à bien décrire ces aspects-là. Et on va voir dans certaines régions, au Québec, ça peut varier entre 80 et par exemple les 180 mm d'auteur d'eau, ça sur 5 ans. Donc c'est beaucoup d'eau, ça je pense que je ne vous l'apprends pas dans la région. Maintenant, si on va au printemps, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un peu la même chose ici, c'est les changements dans les débits, en mètres cubes par seconde, toujours dans la rivière au Brochet. On avance d'un mois. En fait, c'est ça qui se passe. On va avoir encore des débits très importants à la fonte des neiges, mais vraiment devancés d'un mois. C'est intéressant peut-être au niveau agricole parce que ça allonge un peu la saison de végétation. Si on regarde la distribution de l'eau à travers tout ça, on voit ici les hauteurs d'eau, c'est nos différents modèles. En blanc, ici, c'est les précipitations. On parle d'auto entre 200 et 300 mm d'eau, par exemple, dans cette période-là. Et on voit le débit du ruisseau. Alors, le changement qui se passe ici, donc oui, on prévoit des augmentations entre mars, avril, mai, quand même de l'ordre de entre 40 et 60 mm, disons. Ça va se traduire, entre autres, avec des réductions globales, peut-être de la hauteur de ruissellement de surface. OK? Et ça peut être une relativement bonne nouvelle. Donc, moins intense, la fonte de neige est peut-être moins intense, devancée d'un mois. Mais gardons en tête qu'on aura plus de redoux hivernal, par exemple, okay, avant le printemps. Okay, donc, c'est un peu le portrait. Et ça, évidemment, c'est de la modélisation, mais ici, les apports verticaux, ça, c'est justement en avril, donc c'est l'eau de fonte, etc., depuis 2010, où on a modélisé en fait, ces aspects-là. Et ce qu'on voit, en fait, c'est une tendance très, très claire à une réduction, donc, des crues, des crues majeures de printemps. C'est une bonne nouvelle, entre autres au niveau peut-être de nos pertes de sédiments et de phosphore. Ici, on regarde différents bassins qu'on a suivis sur plusieurs années. On arrive à suivre vraiment la quantité de sédiments au 15 minutes avec les débits, tout ça. Et on voit cette fameuse période-là concentre la majeure partie de nos pertes de phosphore et de sédiments. Ici, on a les pertes de phosphore kg/hectare en Mauricie, tous des petits bassins entre 3 et 20 km². Alors, c'est vraiment là que se concentrent les pertes. Il y a peut-être une bonne nouvelle de ce côté-là. Une autre nouvelle, par exemple, qui interpelle pas mal les agriculteurs, c'est qu'on va avoir plus d'eau, finalement, qui va couler par nos systèmes de drainage souterrain. Bon, mais souvent, on sait que la plupart des terres sont drainées. Et là c'est l'autoroute à nitrate. C'est là qu'on perd vraiment nos nitrates. Alors là, il y a toute une opportunité peut-être d'intervenir dans les... en fait, bon, je vais passer rapidement là-dessus, là. Le temps file. En fait, l'idée ici est il y a toute une opportunité de travailler au niveau du drainage contrôlé, okay? Pour réduire la perte de nitrate et garder de l'eau dans le champ pour faire face au déficit hydrique et sécheresse qui vont être plus importants. Okay?
Justement, on est en période d'été ici, vous avez toujours un peu la même chose, vous avez donc les hauteurs d'eau historiques, là c'est ce qu'on a habituellement, bon, entre 100, 200 mm d'eau, de débit en ruisseau, on a les précipitations entre 400 et 500, et voilà ce qui va se passer, l'évapotranspiration, ici va augmenter quand même de façon sensible, donc le stress donc, au niveau des cultures va être plus important. Alors, une des choses qu'on pourra faire avec ça, bon, je l'avais introduit, surtout, c'est des études qu'on conduit actuellement dans la région de Sorel, où c'est des solutions qui s'appliquent peut-être plus au niveau des sols de plaine. On a des drainages souterrains, on peut bloquer ou installer une chambre de contrôle pour maintenir de l'eau dans le champ. Donc, déjà, je pense que, en fait, on suit actuellement on a 4 sites au champ qu'on suit. Et on veut projeter, on va projeter ces résultats-là à l'échelle des ruisseaux. Okay? On voit l'exemple ici pour le petit ruisseau qui est ciblé, c'est 20 km², à peu près une quarantaine d'entreprises agricoles. Et on voit l'importance ici, disons, de l'écoulement souterrain annuel. Puis on voit déjà que, bon, certaines années, c'est des années peut-être plus humides, mais qu'on a quand même une portion quand même importante de l'eau qui passe dans les drains, où on peut intervenir, par exemple, en activant le contrôle de la nappe, donc après semis. Donc, jusqu'à un tiers donc, de conservation d'eau déjà dans notre système de drain. Alors ça, c'est intéressant. Et on suit actuellement, effectivement, on voit ici, on a 2 champs. Ce qu'on procède souvent, c'est avec un champ témoin et puis un champ, en fait, avec un drainage libre. On voit en bleu ici, c'est toutes les périodes, par exemple. On voit, en fait, c'est la hauteur de nappe qu'on mesure dans les champs. Donc, on voit ici qu'en bleu, c'est donc la période qui est affectée par la hauteur de drain. Les projets se continuent, c'est jumelé avec une équipe de recherche aussi en Ontario, mais un peu sur le même processus à l'échelle du champ et à l'échelle des ruisseaux pour projeter l'effet du drainage pour les bénéfices à la ferme, mais aussi hors ferme là, sur la rétention de l'eau. La forêt, Karine voulait que je vous parle de forêt un peu, là, je suis moins dans mon domaine de compétences, mais bon Dieu, on a des équipes de recherche très dynamiques au Québec, entre autres au RANOS, qui s'associent entre autres aux forestiers, aux faux agriculteurs, à la sécurité publique, pour fournir des bonnes données. Le constat, oui, il y a un allongement de la saison de croissance, OK? Donc, les gains pourraient être annulés lorsque les arbres seront acclimatés aux nouvelles concentrations de CO2 ou encore limités par le manque d'éléments nutritifs dans le sol. OK? Donc, une étude ici, moi, qui m'a vraiment un peu estomaqué, on a quand même fait ça donc, en regardant le climat futur et le bioclimat de différentes essences forestières, on est arrivé à dire, bon, voilà, entre autres ici, on va loin quand même un peu, en 2080, OK? Ce qu'on va voir, par exemple, pour le sapin baumier, là, il sera vraiment plus à sa place dans la région. Okay? Au niveau bioclimatique, là, il va en arracher le sapin. Okay? Out le sapin. Okay? Compte tenu du climat qu'on va avoir. Le bouleau blanc aussi va manger à claque. Okay? On voit vraiment, au niveau bioclimatique, il ne sera plus dans sa zone de confort. Dieu soit loué, pour les rangs de sucre, on s'en tire. On s'en tire relativement bien. Okay? Je pense qu'il y a sûrement plusieurs acériculteurs ici. Évidemment, la saison va être beaucoup plus courte. C'est un élément, écoutez, vous verrez les sources, je pense que ça va être partagé, les communications, pour aller voir ça. Ça a été quand même assez bien documenté. On regarde pour le centre du Québec. Donc, la projection du début et la fin de la saison de la coulée en bon, si on regarde les résultats, disons la différence moyenne, donc à peu près 13 jours plus tôt, OK? Et globalement, une longueur globale, peut-être, ça c'est à l'horizon 2040, OK? Bon, bref, une saison un peu plus courte. Et pour 2080, on parle de saison qui va s'écourter de peut-être, bon, en fait, qui va débuter 20 jours plus tôt, OK? Et puis encore là, une diminution relativement marginale. Donc, c'est vraiment le temps qui joue. Bon, tu sais, je vais juste compléter, on a parlé du changement climatique, tout ça, je vais compléter juste avec peut-être quelques perspectives aussi sur comment dire, la caractérisation qu'on peut compléter aussi au niveau de nos... je pense que M. Leroux en a bien parlé, là, mais l'idée ici, c'est de voir, on a différents problèmes, on a des débits de pointe, on a de l'inondation, on a du décrochement de berges, tout ça est expliqué souvent par la puissance spécifique du cours d'eau. On a des cheminements de l'eau, des fois, qui est dans les drains en surface.
On a des sédiments, des nutriments, mais tout ça, ça s'explique évidemment par une série de facteurs, le relief, les propriétés de sol, tout ça. Mais ça se mesure. Okay? C'est des données maintenant, on n'a jamais pensé ça il y a 20 ans, mais on a beaucoup de données disponibles à référence spatiale qui nous permettent de développer des outils rapidement pour expliquer ce qui se passe, puis nous aider à réfléchir sur des solutions. Okay? Un exemple ici, c'est un de des projets qu'on a, une coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière Beaumarchais, problème de phosphore dans les Missisquoi. On va voir par exemple ici, on a mis ensemble des relevés lidar. Je ne sais pas si ça en est disponible dans la région par exemple, mais c'est un petit rayon laser qui se promène. Et là, même comme agriculteur, c'est vraiment intéressant d'avoir un profil très très précis de ces champs. Et on peut jumeler ça par exemple avec des images numériques qui vont nous montrer où sont toutes les zones humides. Les zones où il y a du ruissellement qui est émis, où le producteur va perdre du revenu parce que, évidemment, la parcelle est mal égoutée. Donc, faire un diagnostic pour aller vers des solutions gagnant-gagnant. Et puis là, la cerise sous sondé, installez-vous une petite station hydrométrique, s'il vous plaît, sa rivière va une petite route quelque part, et puis mesurer un peu ce qui se passe. Et là, on peut faire des liens, finalement, entre ce qui se passe dans le bassin et nos fameuses crues de sédiments, nos points de ruissellement dans le coteau. Okay? Un exemple ici qui va être quand même intéressant, c'est peut-être, je pense que c'est une des plus grosses initiatives qui a été réalisée par dans la région de la Missisquoi, toujours par la coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière Beaumarchais. Un conseil d'administration, uniquement d'agriculteurs, 62 fermes, ils ont à peu près tous participé. On parle de 80 km de bande riveraine, c'est eux qui ont choisi l'initiative parce que je pense que c'est un facteur qui est très important. On implique les gens pour leur faire prendre des décisions aussi. Et voilà, et on a profité effectivement pour faire du diagnostic d'égouttement au niveau des champs. Donc, c'est encore une perspective d'accompagnement scientifique. Puis mesurer aussi les résultats de ça. Donc, c'est des données qui sont disponibles en ligne aussi. Maintenant, je parlais des outils qu'on a utilisés. C'est des choses qui sont disponibles, assurément, pour la région. Donc, les modèles numériques d'élévation, donc le relief très précis, les images numériques, c'est des outils intéressants. Voilà, je me réponds à une petite répétition aussi. Un dernier aspect, quand on mesure ce qui se passe dans le ruisseau, puis qu'on a une bonne idée de ce qui se passe dans les champs, okay, on peut caler et valider des outils. Donc, on peut quantifier les choses. C'est des outils qu'on a développés ici, par exemple, pour représenter... vous voyez ici. Donc, à l'échelle, par exemple, on toujours dans le même territoire d'étude, mais quelles sont les hauteurs de ruissellement au niveau des champs, quelles sont les pertes, les vulnérabilités à l'exportation de sédiments, à l'érosion et au phosphore qui est lié. Évidemment, on applique des modèles, mais lorsqu'on a des données assez fines sur les territoires, ce qui se passe dans les ruisseaux, on est capable de produire des outils comme ça devient intéressant. Puis je termine là-dessus, je pense que M. Leroux a fait une très belle illustration de la même façon qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe en termes de ruissellement, d'érosion, de perte de phosphore dans nos champs. De la même façon, on a maintenant des opportunités de bien caractériser les cours d'eau, donc les vitesses des cours d'eau. On a des données de mesure de débit, on peut à ce moment-là calculer ce qu'on appelle par exemple les puissances spécifiques, donc la force d'érosion pour l'ensemble des cours d'eau. Ici, on est dans le bassin versant de la baie Lavalière, par exemple, et en fait, effectivement, on se rend compte on peut calculer, représenter cette force-là, nous donner à avoir un très bon aperçu où sont nos sites les plus vulnérables, et là, penser à des aménagements alternatifs. Évidemment, il y a une série de choses qui peuvent se faire. Donc, on a parlé, en conclusion, d'adaptation à nos changements climatiques. Il va falloir bien gérer nos redoux hivernaux. Ça s'en vient, ça va être de plus en plus important. Prendre à travailler avec ça, il faudra revoir nos critères de conception et puis probablement repenser en bonne partie notre façon d'aménager les cours d'eau et les terres. Donc, réduire un peu ces coûts-là, les gros coûts d'eau en période hivernale et retenir de l'eau en fonction des déficits hydriques auxquels on devra faire face. On aura un printemps plus hâtif. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le secteur agricole, mais attention, il faudra adapter probablement nos pratiques de fertilisation pour ne pas perdre tous nos nitrates d'un drain. Là. Okay? C'est rendu qu'on rentre dans le champ au mois d'avril, rendu au mois de juin. Donc, les aspects de drainage contrôlé, les apports en post-levé au niveau des engrais, il y a beaucoup de choses à peut-être adapter là-dessus. Les déficits hydriques, préserver les milieux humides et pourquoi pas les recréer. Okay?
tirer profit du zonage contrôlé et toutes les questions de cohabitation, bien évidemment, il faut se parler. Les enjeux d'en haut, ce n'est pas les enjeux d'en bas, mais les solutions vont vraiment passer, je veux dire, par une concertation, évidemment, de tout le monde qui est interpellé. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Aubert. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, on va installer le petit... Carole, donc je vais te présenter pour la prochaine conférence. Donc, il va nous expliquer un petit peu le cas justement d'action concrète dans le Vermont. Donc, Carole, tu as la parole. 1, 2, 1, 2, ça marche. OK. Je vais écourter ma présentation parce que les deux précédentes ont été éloquentes. Moi, je ne vais pas m'attarder aux aspects techniques, mais plus aux aspects de changement. Je prends un exemple, celui du Vermont, où on a changé complètement la manière de voir la gestion de l'eau. En partie, cette présentation-là vient d'une personne qu'on consulte régulièrement, Pascal Biron de l'Université Concordia. Je paye ça pour à droite, en haut. En haut. OK, c'est bon. OK, en gros, il était pris un peu comme nous, dans le fond. Il y avait beaucoup de programmes, il y a des crues majeures qui ont accentué les problèmes, puis ils ont commencé à voir l'érosion différemment, comme on l'a dit. Donc, il y a eu 5 inondations majeures dans les années 90. On en voit ici quelques problèmes causés par ça. OK, le projet global, OK, on dit on va travailler à l'échelle de tout le Vermont, OK, puis on va travailler par bassin versant, on va mettre de l'argent sur la table, puis on va faire pas juste, il n'y a pas de solution miracle, plusieurs mesures. L'orientation, c'était permettre plus les processus naturels, des cours d'eau, faire de la restauration passive plutôt qu'active, puis aller en termes de prévention de long terme. En passant, je ne présente pas le Vermont comme étant la manière exactement de faire, OK? L'idée, c'est de toujours de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, puis de voir qu'est-ce qu'on peut prendre ici. Je fais juste rapidement une démonstration du contexte. OK, il y a une étude en 2006 qui a mesuré depuis 30-40 ans qu'est-ce qui se passait. Jusqu'en 98, des années 70 à 98, nette amélioration de la qualité de l'eau. On a vu à partir de 98 que ça descendait, puis ça continuait comme ça, OK, la qualité de l'eau, on viendrait comme 1970. Donc, changement à faire, les enjeux, c'était quoi? Qualité et vie écologique, c'est sûr que c'était là. Mais aussi, problème de sécurité, OK, par rapport à la sécurité des bâtiments, OK, des terres agricoles, des villes, OK, puis de plus en plus de problèmes de quantité d'eau. La preuve est faite maintenant que la restauration des rivières, selon eux toujours, OK, puis la conservation des milieux humides, c'est vraiment pas un luxe d'écologique un peu lunatique. Mais restaurer une rivière, ça veut dire quoi au juste? Est-ce que ça veut dire de ce genre d'intervention? Est-ce que vous voyez? Ou ça veut dire cela, aller chercher des sédiments ici par exemple, ou ralentir l'eau comme on voit à droite. Selon eux, c'est réparer les cours d'eau, ça veut dire cibler ceux qui ne peuvent plus assurer l'essentiel des fonctions écologiques et sociales, les deux. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mitigation, OK, des inondations, ça veut dire fournir une eau potable de qualité, ça veut dire réduire les excès de nutriments et de sédiments avant qu'ils arrivent au lac, au réservoir ou encore près des zones côtières quand c'est le cas. Ça veut dire supporter une faune aquatique et riveraine diversifiée. Monsieur Patrice Leroux nous l'a dit tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire résilience, plus de résistance à la rivière au changement. Maintenant, maintien de la valeur foncière, OK, puis favoriser les activités récréatives. Donc, restaurer une rivière, ça veut dire cibler ces choses-là. Première leçon, après quelques années d'efforts, on met 1 milliard par année, le retour sur l'investissement, il n'est pas là. Principale erreur, faire des projets localisés, donc à des places très spécifiques sur la rivière, sans tenir compte de tout le bassin versant, de toute la dynamique de la rivière. Pas d'encadrement suffisant pour promouvoir les bonnes pratiques, parce qu'en arrière de ça, il y a du changement. C'est un processus social de changement. Okay? Donc, il faut tenir compte de ça. Ensuite de ça, il n'y a pas suffisamment de données avant de se lancer dans des projets, on gaspille de l'argent, puis on travaille pour rien, on est obligé de recommencer.
Autre constat, maintenant plus spécifique au Vermont. Ils ont eu des bonnes intentions, mais comme ils n'ont pas pris les moyens pour finalement qu'il y ait une acceptabilité sociale partout, OK, des changements à faire, bien, ils ont eu des problèmes. Il y avait un gros projet autour de la rivière Trout, OK, qui a fait, ça a duré 4 ans, puis ils faisaient un peu comme d'habitude, ils réalignaient les cours d'eau, ils faisaient des barrages, ils artificialisaient les rives, OK, puis ils contenaient la rivière dans un canal, OK. Ça a gobé beaucoup d'argent. Après 4 ans, il fallait qu'ils recommencent à résoudre les problèmes qu'ils avaient créés plutôt qu'aller sur une autre rivière pour la restaurer. Finalement, on est face à l'évidence, les résultats attendus, autant la restauration écologique que la prévention des risques n'est pas là. La réponse est claire. Il fallait une stratégie de protection qui permette d'arriver à une approche des actions de gestion de rivière sur le long terme et efficiente. Ils ont commencé à voir l'érosion de différentes façons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévenir l'érosion à certains endroits, mais ils sont mis à avoir une autre lecture de l'érosion. Ils ont évalué pas mal de choses, entre autres 3400 km de rivière sur la linéaire. OK, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y en avait 75% en incision. En incision, c'est comme la photo de gauche. Ça cause, on est en problème tout le temps. Et rivières redressées, on en connaît ici aussi, c'est la même chose. Donc, les rivières redressées, draguées, stabilisées, déconnectées de leur plaine inondable, tentent de retrouver leur équilibre de toute façon en se réajustant. Ils constatent aussi que dans le fond, les mesures passées, ça a eu comme effet d'augmenter le débit, comme Patrice en a parlé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de déforestation sur 200 ans. C'est plus habité qu'ici, mais ils ont un peu le même climat et un peu la même géographie. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait là. Imperméabilisation des bassins versants, drainage des terres agricoles, tout ça, ça augmente les débits. Diminution de la charge de sédiments, donc c'est le lien que Patrice a fait tout à l'heure. Stabilisation des berges, mais toutes ces choses-là en bas, OK, ça diminue les sédiments dans la rivière. Retrait des bois morts, des blocs de roches, moulins, barrages, ouvrages de diversion, dragage pour le granulat. Eux autres, ils ont été longtemps, ils allaient chercher les matières dans la rivière pour les routes. Donc, depuis 1900, 80% des rivières, des forêts, pardon, avaient été coupées, puis beaucoup avaient été linéarisées. Ils ont fait donc un programme, ils sont pris en main un petit peu, ils ont dit qu'il faut prendre en main les menaces environnementales, il faut arrimer les objectifs, puis arrêter d'être dispersés dans tous les ministères, puis toutes les places de la juridiction par rapport à l'eau. Il faut fusionner des programmes, il faut collaborer. Donc, l'image de la chaîne n'est pas là pour rien, il a fallu vraiment qu'il change, OK? Rupture avec la gestion traditionnelle, comprendre les processus, le fonctionnement des rivières pour mieux intervenir. Moi, je rajoute à ça aussi tenir compte des savoirs des gens qui restent proches des rivières. Objectif principal, OK, c'est promouvoir, pas imposer l'équilibre dynamique de la rivière, restaurer et mitiger avec la protection de ce qu'appellent eux autres un corridor naturel. Là. Puis laisser certains tronçons érodés et inondés pour protéger. Nouveau regard sur l'érosion, on le dit. Protection des corridors fluviaux. Bon, eux autres, ils parlent de corridors fluviaux. OK, il ne s'agit pas de copier-coller, c'est bien sûr, OK, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Donc, il y a un élu, OK, qui croyait à ça, il a mis de l'argent sur la table. On a fait beaucoup d'éducation, comme on essaie de faire un peu aujourd'hui ici, des processus de rivière, OK, auprès des citoyens et des gestionnaire, comme par exemple des maquettes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, auprès des jeunes, auprès des gestionnaires, auprès de tous les usagers de la rivière. Et ensuite de ça, OK, on a évalué à l'informatique 12 900 km linéaires de rivière. On a été sur le terrain pour 3 400 km. OK, puis on a, eux autres, ils ont focusé en plusieurs endroits sur ce qu'ils appellent le corridor fluviaux, laisser plus d'espace à la rivière. Ils ont identifié des problèmes. C'est quoi les tronçons problématiques? Ça ne s'agit pas de faire ça tout le temps, c'est plus bâti qu'ici. OK? C'est quoi les tronçons problématiques? C'est quoi les possibilités de servitude? C'est quoi les places où on peut enlever des trucs qui ne sont pas nécessaires et qui n'aident pas dans la rivière? Puis c'est pas adopté par les villes ou les États, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent sur la table, on te donne de l'argent si tu vas dans cette direction-là. C'est ça qu'ils disent aux municipalités. Donc, les objectifs de ça, c'était réduire la perte de terrain, des dommages des infrastructures, favoriser le développement à l'extérieur des zones de risque. Donc, on parle dans le milieu urbain, là, par exemple. Éviter les coûts de l'entretien et de stabilisation des cours d'eau qui sont toujours en augmentant, puis améliorer les conditions des cours d'eau de façon générale. Briser le cercle vicieux de l'augmentation des risques et des dépenses.
Mécanisme de protection, OK, comment ils s'y prennent? Ben, le schéma d'aménagement du territoire, il est vraiment... donc, on inclut ça dans le schéma d'aménagement. Où on peut, on fait de la conservation de parcelles directement. Parfois, on va racheter des droits d'intervenir et on va retirer certaines infrastructures, puis on va limiter les nouveaux enrichements au cas d'urgence. Ils ne disent pas qu'ils n'en font pas, mais ils vont moins systématiquement. Comparatif, coût des servitudes, OK, sur les rives, là, quand il s'agit de changer un petit peu la vocation. Et les enrichements, OK, servitudes, en moyenne pour eux, sur 50 ans, ça revient, étant donné la valeur des terres là-bas, là, ça peut être très différent ici, OK, 41 500 du kilomètre linéaire, l'enrichement, un peu plus que le double, pour encore une période de 50 ans. Prioriser l'instauration d'un corridor. Il n'y a pas de solution magique là-dedans, c'est juste quand les effets sont prévisiblement tangibles, quand il va y avoir moins de nuisances, quand le changement est désiré. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de l'acceptabilité sociale? C'est une démarche entièrement volontaire, on ne force personne. Rencontre avec les propriétaires dès le début. Et ce que je trouve qui est intéressant, là, mais on est parti comme ça un peu sur la gauche road, OK, c'est pas juste au début puis à la fin, OK, c'est pendant le processus qu'on intègre les riverains sur la planification puis l'action. On essaie d'équilibrer les intérêts des propriétaires versus la communauté ou le bien commun, puis le présent puis le long terme. Les corridors de rivière, ça peut être donner un peu de place où on peut à la rivière pour qu'elle fasse qu'elle en faire. Ça peut être aussi dans des endroits où c'est vraiment linéarisé, des petits cours d'eau, on parle, bien recréer certains méandres. Ça a donné quoi? 100 plans de gestion de corridors fluviaux. 83 municipalités sur 255 ont adopté des règlements. Toutes les données, les cartes sont facilement accessibles. Cartographie des corridors de tous les cours d'eau permanents sur 839 km². 450 km² de corridors ont une forme de protection. Il y a toutes sortes de manières. Hein. Puis on a 67 ententes de servitude pour 58 km de cours d'eau. Total des servitudes, 3,3 millions de dollars. Ça, c'est l'image qui résume un peu toute l'affaire. Okay, vous voyez, autour de la rivière, il y a une zone un peu plus foncée. Donc, ils font abstraction quand ils dessinent ça de tout ce qui est là. Ils ciblent les zones les plus problématiques. C'est sûr que pour le bâti, dans les zones urbaines particulièrement, là, ils ciblent ailleurs le développement. C'est-à-dire dans les zones plus beiges ici. C'est là, dorénavant, que le développement urbain doit se faire. Pour le reste, en agriculture, ils mettent personne dehors, là, mais il y a des aménagements qui sont faits, des servitudes parfois, mais toujours sur une base volontaire. Et ce qui est en haut, qui est majeur, je le dis ici, ils ont une espèce de commandement là, qui dit « slow it, spread it, sink it ». Ça veut dire finalement, ralentis-la, on parle de l'eau, étends-la, donne-y de la place quand tu peux, puis enfouis-la, donne-y une chance de rejoindre nos nappes phréatiques pour qu'elle pénètre dans le sol. Ça veut dire quoi, par exemple? Relier la rivière à des milieux humides ou le ruisseau quand c'est possible. Donc, c'est les milieux humides dont on parle ici. En passant, la semaine qui vient, il y a une journée sur les milieux humides. On vous encourage à vous inscrire. Ça peut être cultivé selon quand c'est possible, peut-être plus dans le maraîcher, selon les lignes de niveau. Un peu comme ça. Ici, dans un champ qui est un pâturage, on relève un peu avec un seuil au fond pour que quand il y a des coups d'eau, l'eau puisse se retenir un peu plus longtemps. À plus petite échelle ici. Encore là, ici, on retient l'eau avec des petits étangs ou encore on cultive autrement. Maraîcher ici, dans un terrain qui n'est pas plat, mais qui a une petite pente, on peut faire quelque chose aussi, ou encore là. Donc, le Vermont, c'est quoi? Des projets avec l'optique de bassin versant d'abord, pas juste des trucs localisés sans s'occuper de ce qu'il y a en amont et en aval. Appuyer sur la science. Projet de société, dans le sens sensibilisation, on éduque les gens, on écoute les gens. Objectifs sociaux, environnementaux sont sur le même pied. Travailler avec la rivière, pas contre. Puis partout, ralentir, étendre, enfouir l'eau, donc la garder plus, s'en débarrasser au plus vite. Et pas s'en débarrasser au plus vite, excusez-moi. C'est une base volontaire, mais l'argent est disponible dans le créneau qu'on veut cibler. Les références, vous trouverez ça sur notre site. Je vous laisse avec une question, mais Patrice en a parlé tout à l'heure.
Parce qu'on entend ça souvent, nous, quand on jase avec le monde. Je me rappelle aux Trois-Lacs, les gens se demandaient, il fallait qu'ils fassent des études sur des grenouilles, je pense, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas ça notre problème, OK? Alors, la question qui revient souvent, c'est pourquoi on devrait se préoccuper des grenouilles, des poissons, des bébites, des marécages puants? OK? Pourquoi des rivières en santé écologique? Donc, dans le fond, le mot-clé derrière ça, c'est la résilience, OK? De nos sociétés, de nous autres, OK, qui vivons près de la rivière, de la résilience de la rivière elle-même. Merci de votre attention. Merci Carole, c'était très intéressant. Donc j'espère que vos questions ont bien tourné dans votre tête. Donc là on va passer à la petite période de questions-échanges. Donc on va installer les conférenciers. Donc on va installer des chaises et je vais inviter les conférenciers à venir s'asseoir. Monsieur Michael, puis Léon Marigot aussi peut-être pour la traduction. Donc on installe 2 micros. Donc l'objectif c'est de vous déplacer puis de faire d'être à la queue au cas où s'il y a du monde. Puis surtout une question brève, s'il vous plaît, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, première question. Est-ce que vous voulez bien vous déplacer, s'il vous plaît, au micro? Ça parle des gens, des Américains, de Slovaques, pour qui ils travaillent, les descriptions, tout ça. Dans la région. C'est la même chose. Oui, mon nom c'est Alberoni de Princeville. Moi, je veux savoir de Michael, en Slovaquie, est-ce qu'ils ont changé la pratique culturelle quand ils ont fait les aménagements dans les rivières? J'aimerais bien savoir un peu plus là-dessus. Okay, when you did the modification in the forest land, did the lowland, they changed their practices on the agricultural side? Did they change their agricultural practices when you did the modification on the forest plot? We had a big debate about this concrete practical impact on the forest, for example, and it's one very positive impact is if more water in forest is more vapor and more wood growing in biomass. Is one example. It's another is about impact to calculate how much water lost from, for example, 1 hectare of rainwater from forest, which is like completely lost from environment. Okay, but the question was also about the